Et si on parlait tennis? Attendez, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a un petit tournoi sur terre battue qui va démarrer porte d'Auteuil. Ça tombe bien, non? Un tournoi qui existe depuis 1925, ayant été remporté par les plus grands noms de ce sport. Je parle au hasard de Borg, Lendl ou Agassi. Ce tournoi a un roi, ayant été couronné 14 fois. Tu l'auras compris, demain c'est le début du plus grand tournoi de terre battue au monde, la deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Je parle bien sûr de Roland Garros. Et accroche-toi bien parce qu'on a plein de choses à se dire sur cette preview. Entre le forfait demi-surprise de Nadal, les favoris pour le titre, les joueurs qui jouent gros ou même les chances de nos Frenchies, y a de quoi faire. Allez, ready? Play! Roland Garros est un tournoi du Grand Chelem. Qui dit Grand Chelem donc dit gros points, qui dit gros points dit grand joueur, et qui dit grand joueur dit gros match. On se retrouve donc avec un tableau masculin de 128 joueurs. Chez les garçons, si on enlève les forfaits, ce sont les 97 meilleurs joueurs du classement ATP au moment du cut le 17 avril qui rentrent directement dans le grand tableau. Et le dernier joueur à être rentré directement dans le grand tableau, c'est l'ami Fabio, grâce au forfait de Carreño Busta. En plus de ces 97 joueurs, on retrouve 7 joueurs qui ont utilisé leur classement protégé. Il y a donc Lloyd Harris, Kyle Edmund, Hugo Dellien, Guido Pella ou encore Jerry Weasley. Enfin, du côté des Français, il y a Gaël Monfils qui jouera son 16e Roland Garros, en plus de Jérémy Chardy. Petite pause dans la vidéo pour vous préciser que Jérémy Chardy et Kyle Edmund se sont tous les deux retirés et déclarent forfait pour ce Roland Garros. Du coup, ils vont être tous les deux remplacés par 2 lucky losers. 7 classements protégés, c'est beaucoup. C'est même un peu trop à mon goût. Mais bon, on garde ce sujet pour une autre vidéo. On retrouve enfin les classiques 8 wildcards attribués par l'organisation, en plus de nos 16 warriors sortis des qualifs. Ou devrais-je dire de l'Opening Week. On a donc 97 joueurs qui rentrent directement dans le grand tableau grâce à leur classement, en plus des 7 joueurs qui utilisent leur classement protégé, suivi des 8 wildcards et des 16 qualifiés, ça fait 128, les comptes sont bons. Et sinon, les dotations à Roland Garros, ça rapporte? Eh bien, on peut dire que oui, parce que cette année à Roland Garros, un premier tour, c'est 10 points ATP et 69 000 euros dans la poche. Au moins, personne ne sera venu pour rien. 45 points et 97 000 euros pour un deuxième tour. 90 points et 142 000 euros pour un troisième tour. 180 points et 240 000 euros pour un parcours jusqu'en huitième. 360 points et 400 000 euros pour un quart. Le finaliste malheureux pourra lui se consoler avec 1200 points ATP et 1 150 000 euros. Le grand vainqueur, quant à lui, empochera les 2000 points ATP et le prize money maximal de 2 300 000 euros. Malheureusement, vous le savez, Rafael Nadal ne sera pas à Roland Garros cette année. Et c'est bien une triste nouvelle, puisque Rafael Nadal n'a jamais raté Roland Garros depuis sa première participation et première victoire en 2005. 18 Roland Garros de suite pour 14 titres. C'est du délire. Personnellement, je croyais à son retour. On parlait à la base d'une blessure au psoas qui devait mettre entre 6 et 8 semaines à guérir. On ne l'a donc pas vu sur la tournée américaine, ni à Indian Wells, ni à Miami. Logique. Mais le diagnostic est ensuite passé à 14 semaines. Je pensais donc qu'on ne le verrait pas rejouer jusqu'à Roland Garros, mais qu'il serait bien là. Mais non. Inquiétant donc? Dur de savoir s'il y a effectivement quelque chose de plus grave derrière. En tout cas, Nadal est usé. Il a dit lui-même qu'il ne supportait plus la douleur sur les cours, même à l'entraînement, et que depuis la reprise post-Covid, il ne prend plus autant de plaisir sur le court. Je pense que c'est bien qu'il fasse une pause. Je pense tout simplement que Roland était son objectif numéro 1 de la saison, mais maintenant qu'il sait qu'il ne pourra pas défendre ses chances, il a juste préféré se reposer pour l'année prochaine. Reste à savoir à quel niveau est-ce qu'on reverra Rafael Nadal. En attendant, il va se retrouver au-delà de la 100e place mondiale. On parle à peu près d'une 130e place mondiale après Roland, mais il sera bien sûr encore plus bas quand il va reprendre l'année prochaine. Après, au niveau du classement, je me fais pas trop de soucis pour lui. Nadal va bénéficier à la fois du classement protégé, qui, à mon avis, il n'aura pas besoin d'utiliser, et des wildcards à foison, qu'il aura logiquement partout où il voudra. J'ai hâte de voir la suite et j'espère qu'il pourra finir sa carrière en beauté l'année prochaine en revenant une dernière fois au très haut niveau. Et vous pensez que Nadal reviendra à Paris? Cette année les gars, le tableau de Roland Garros est archi ouvert. C'est sûr que c'est un peu plus simple quand le mec qui a gagné 14 fois le tournoi n'est pas là. Car même diminué, Rafa ça reste Rafa, et à Roland Garros il a quand même une emprise psychologique sur ses adversaires. Maintenant le fait qu'il ne soit pas là, ça dégage quand même des perspectives. Personnellement je distingue 3 groupes différents de favoris. Je vais vous les classer par chapeau. Dans le chapeau 1, d'abord pour moi les 2 favoris clairs de ce tournoi. D'abord Alcaraz. Logique, le mec est en feu et en train de tout casser depuis l'année dernière. Et si on accepte Rome cette année, Alcaraz a atteint les demi-finales de tous les tournois dans lesquels il s'est engagé. On parle donc sur cette année 2023 pour Alcaraz d'une demi-finale à Miami, et sinon que des finales
à part Rome donc, où il sort contre la surprise Marozjan au troisième tour. Franchement, c'est très fort, et ça m'étonnerait pas qu'il gagne son premier Roland-Garros cette année. Ensuite, on a Djokovic. Alors c'est vrai, le désormais numéro 2 mondial n'a pas rassuré grand monde cette année sur terre battue. Son meilleur résultat cette année, c'est son quart à Rome. Donc certains se demandent peut-être pourquoi est-ce que je le mets là. Déjà, faut pas oublier qu'on parle d'un grand chelem. Et sur les matchs au meilleur des 5-7, Djokovic reste pour l'instant le meilleur sur ce format parmi tous les engagés à Roland-Garros. Pour les douaniers, on peut dire qu'à Monte-Carlo il passe un tour, mais c'était son tournoi de reprise, et il a rarement performé là-bas récemment. Ensuite, Banja il est allé pour faire de la figuration. Faut pas oublier que c'est un 250 qui est organisé par sa famille, donc il se devait un peu d'y aller. Et puis on a donc ce quart de finale à Rome où j'ai trouvé qu'il est monté en puissance tout au long du tournoi, même s'il aurait pu mieux faire face à Rune. Après Djokovic, on sait que son calendrier est réglé pour qu'il atteigne son pic de forme pendant les tournois du Grand Chelem, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va jouer un rôle majeur sur cette quinzaine. C'est tout pour le chapeau 1, on passe au chapeau 2. Dans le chapeau 2, on retrouve un groupe de sérieux clients, avec Tsitsipas, Rune et Medvedev. C'est un groupe que je considère ni comme des ultra favoris, ni comme des outsiders, parce que certains ont prouvé pas mal de choses cette année, notamment Medvedev et Rune, et Tsitsipas, de par son passé, à Roland-Garros. Pour moi, le grec reste le troisième favori de ce tournoi, malgré sa défaite contre Medvedev à Rome, et je mets Rune en quatrième position, et Medvedev en 5. Et enfin, dans le chapeau 3, on retrouve les outsiders. Pour moi, il y en a 4, Casper Ruud, Andrei Rublev, Jannik Sinner et Alexander Zverev. Ils ont tous des arguments pour pouvoir aller très loin cette année. Ruud est le finaliste sortant. Rublev a montré de belles choses cette année et a remporté son premier Master 1000 sur terre battue. Jannik Sinner, lui, est toujours placé, mais rarement gagnant, à voir s'il peut renverser la table. Et enfin Zverev, qui a un cas un peu particulier, on va en reparler plus tard, mais ça reste un sérieux client sur terre battue, et il a fait un sacré Roland-Garros l'année dernière. Et si un de ces 4 joueurs venait à remporter le tournoi, il changerait sacrément de dimension dans la sphère tennis. Alors, vous êtes d'accord avec ces chapeaux? S'il y en a bien 2 qui sont sous pression sur cette quinzaine, c'est bien Alexander Zverev et Casper Ruud. Zverev est pour moi un des joueurs qui joue le plus gros sur ce Roland-Garros. L'Allemand remet en jeu ses 750 points acquis l'année dernière grâce à sa demi-finale. Demi-finale contre Nadal où il a affiché ce jour-là un niveau de jeu extraordinaire et pour moi il aurait clairement eu ses chances de passer ce jour-là. Maintenant on le sait, il s'est blessé gravement dans le tie-break du deuxième set et on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer ce jour-là. Après cette blessure, Zverev n'a plus du tout joué de la saison et il va défendre donc à Roland-Garros plus de la moitié des points qui lui restent au classement ATP. Il sortira donc du top 100 en cas de sortie précoce à Roland-Garros, ça serait la première fois depuis mai 2015. Après il ne faut pas être dupe et on voit que Zverev monte clairement en puissance depuis sa reprise cette année et je pense qu'il passera en deuxième semaine de Roland-Garros. Après on a le cas Casper Ruud qui est un peu plus paradoxal. Si on connaissait déjà le Norvégien l'année dernière, il a quand même explosé aux yeux du grand public en étant super régulier sur tous les grands tournois. Finale à Roland, personne ne l'avait vu venir. Finale à l'US Open, personne ne l'avait vu venir. Finale au Masters de fin d'année, là encore, personne ne l'avait vu venir. Alors il perd la finale de l'US Open contre Alcaraz, mais pendant le match, faut pas oublier qu'il était seulement à 2 sets de devenir numéro 1 mondial. Ruud lui-même n'était pas prêt à tous ses exploits, et psychologiquement ça a dû être très difficile à digérer. On l'a vu en ce début d'année 2023 avec une baisse de forme. Il se fait sortir contre Brooksby au deuxième tour de l'Open d'Australie. La suite de la saison sur dur sera vraiment difficile pour lui. C'est seulement au moment de la reprise sur terre battue qu'il performera avec un ATP 250 gagné à Estoril, mais après ça, ses résultats resteront en dents de scie jusqu'à l'ATP de Rome. Il fait un super tournoi à Rome, il va jusqu'en demi-finale et s'incline contre Holger Rune, mais il a montré un très très bon niveau de jeu, surtout dans le premier set. Faut pas oublier que son rallye de l'année dernière avait commencé à Rome, où il avait fait également une demi-finale en 2022, et malgré ce début de saison poussif, j'ai l'impression qu'on commence à retrouver le Casper Ruud qu'on connaissait. A voir si le train est lancé. Perso, je le revois pas vraiment rééditer ses exploits de l'année dernière. Pour moi, la concurrence est encore plus rude cette année, mais pour moi, Ruud doit minimum viser un huitième de finale, et pour moi, il a la place pour aller au moins en quart de finale. Sa course contre les points est lancée, faut pas oublier qu'il défend 1200 points à Roland-Garros, alors il restera quoi qu'il arrive dans le top 10, même s'il sortait au premier tour, mais sa position serait clairement fragilisée. À lui de faire le taf. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Ruud est un faux top 10, ce qui n'est pas du tout ce que je pense. Pour moi, il a largement le niveau moyen d'un top 10 sur terre et même d'un top 15 sur dur. À lui de nous prouver ça. Jetons ensemble un œil au tableau masculin. Alors la grosse info à retenir de ce tableau, c'est que les 2 favoris de ce tournoi sont dans la même partie de tableau, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de finale entre Alcaraz et Djokovic. Par contre, c'est un choc qu'on pourrait retrouver dès les demi-finales. Ensuite, pour Tsitsipas et Alcaraz, le chemin semble tout tracé jusqu'à leur rencontre en quart de finale, on l'attend tous, et le vainqueur pourrait donc défier le Serbe qui va chercher son 23e Grand Chelem. Dans la partie basse du tableau, c'est beaucoup plus ouvert, puisqu'on retrouve Ruud, Rune, Sinner et Medvedev, qui seront les 4 qui vont sûrement se disputer la dernière place en finale.
À part ça, il faudra faire attention à Khachanov, qui enchaîne les très bons résultats en Grand Chelem depuis l'US Open 2022, et à Fritz, qui a également montré de belles choses cette année sur terre battue et qui pourrait être un coupeur de tête. Comme tous les ans, on aura aussi des surprises, comme Zapata Miralles qui a fait un 8ème de finale l'année dernière en sortant des qualifs. Est-ce que Etcheverry peut être la surprise de cette édition 2023 ? Côté français, bon, le successeur de Yannick Noah, ça ne devrait pas être pour cette année non plus. On retrouve cependant des belles affiches franco-françaises à se mettre sous la dent au premier tour, en attendant peut-être une 4ème affiche entre Van Haché et Fils, si les deux parviennent à gagner leur premier match. Le numéro 1 français Humbert est à mon avis la meilleure chance d'avoir un français au 3ème tour cette année. Il devra se débarrasser de Manarino au premier tour, ce qui devrait le faire, pour ensuite aller sur un match ouvert contre Sonego au 2ème tour. A voir donc ce que ça va donner. Bon, pas facile de deviner, mais il faut se mouiller. Sur cette quinzaine, je vois un homme qui a du mal depuis plusieurs semaines, mais qui a fait des grands chelems son tableau de chasse. Un homme qui a l'opportunité de devenir le seul détenteur du record le plus prisé du tennis, et peut-être de manière définitive. Vous l'aurez compris sur cette quinzaine, mon gars, c'est Novak Djokovic. Je pense que d'un point de vue forme, Alcaraz et d'autres sont probablement au-dessus de lui, mais que le Joker va monter en puissance pendant le tournoi. Pour moi, au meilleur des 5 manches, Novak reste le plus fort, jusqu'à preuve du contraire. Et là, il a l'opportunité de marquer l'histoire, et je vois pas pourquoi il s'en priverait. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'on aura le droit à notre Alcaraz-Djokovic en demi-finale, et qu'on aura plein de gros matchs sur cette quinzaine. Et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse mon tableau détaillé en description, où j'ai fait mes pronos pour tous les matchs jusqu'à la finale. Voilà, j'espère que cette première preview de la chaîne vous aura plu. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, et dites-moi qui va gagner Roland-Garros cette année. C'était la première vidéo de la chaîne, et je sais que je peux faire encore mieux, donc soyez indulgents. Laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous pour me donner de la force, et pour ne rien rater de la suite de la saison. Allez, à la prochaine, avec des balles neuves.